Bonjour, bienvenue dans le Talk Crypto. Aujourd'hui, donc on va parler crypto-monnaie. Alors, on va bien simplifier les mots. Il n'y aura pas de gros mots. On va vulgariser les choses de la crypto-monnaie. On a le plaisir de recevoir Laurent Ovio, directeur innovation et crypto-monnaie chez DLPK. Bonjour Laurent. Bonjour Benjamin. Voilà, donc toi, tu es un grand fan et un grand spécialiste de la crypto-monnaie. Justement, on est là pour parler de cet univers. Et on a le plaisir également de recevoir Stanislas Barthélémy, qui est manager crypto et blockchain chez KPMG. Bonjour Stanislas. Bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui d'une étude qui a été réalisée auprès de 2000 personnes, qui a été réalisée par l'Ipsos, justement pour parler de la crypto-monnaie et savoir un petit peu où on en est finalement dans cet univers. Hein. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi, 2 ans qu'on commence à voir cet univers de la crypto qui arrive sur la gestion de patrimoine. Et donc, il y a cette étude-là qui est sortie et justement qui est très intéressante et qui nous donne un peu des informations sur l'évolution de la crypto-monnaie dans la gestion de patrimoine. Est-ce que Stanislas, tu peux nous parler un petit peu de cette étude, par qui elle a été réalisée, par qui elle a été mandatée, etc. C'est la deuxième édition d'une étude qu'on avait donc déjà faite l'année dernière, au nom de KPMG, qui est fait en collaboration avec l'ADAN, donc l'association qui regroupe tous les professionnels du secteur. Et cette étude, elle est réalisée déjà grâce aux sponsors, donc je remercie DLPK et Norcia de leur confiance renouvelée à cet effet. Et l'ambition était d'apporter une étude qui fait référence dans le secteur des cryptoactifs et donc de donner des statistiques. C'est pour ça qu'on a fait appel à Ipsos, méthodologie éprouvée, scientifique, avec un échantillon de 2000 personnes pour avoir de la confiance. Donc une fois que ces éléments méthodologiques sont dits, les principales conclusions, c'est que l'adoption progresse sur l'année 2022. Qu'est-ce que vous appelez adoption ? C'est le nombre de détenteurs de cryptoactifs. D'accord. Je dis cryptoactifs, je mets aussi je mets en exergue ça, c'est quand je parle de cryptoactifs, je parle autant de crypto-monnaies, de NFT ou de stablecoin. D'accord. Peut-être qu'on définira tout ça, mais c'est-à-dire que j'englobe un peu toute la typologie des différents C'est actifs. vraiment l'univers global de la crypto. Exactement, ce qui fait qu'aujourd'hui, près d'un Français sur 10 détient des cryptoactifs. Un Français sur 10. Exactement. Ça paraît absolument colossal. On était à 8% il y a un an. Et surtout, cette progression, elle se fait dans un contexte en 2022 qui était assez tendu, on va dire, pour les marchés crypto ou ambivalent. Pas que pour les marchés crypto d'ailleurs. Exactement, c'est vrai que les cryptos... Le marché global a été compliqué. Exactement, il y a des raisons endogènes et exogènes, mais sur les raisons crypto, c'est que c'est un secteur qui a fait à peu près moins 60, moins 70% sur l'année 2022. Et avec des news, j'ai envie de dire, la chute de FTX, acteurs frauduleux, et de bonnes news aussi. On a parfois la tendance de se concentrer sur les mauvaises news, mais l'adoption fait plus de 20% alors qu'on est dans cette tendance de marché qui était négative. Donc je pense que ça veut dire pas mal de choses. Donc les gens s'intéressent de plus en plus. Et quelle typologie justement alors, de personnes s'intéressent finalement à la crypto-monnaie ? Ce sont plutôt des jeunes actifs C'est plutôt ça, c'est-à-dire qu'on avait une tendance l'année dernière de voir que c'était plutôt une classe d'actifs qui était prisée par les jeunes. Et ce qu'on constate un an plus tard, c'est que c'est encore plus vrai. Je pense qu'il y a une donnée qui est assez sensible et intéressante à cet effet. C'est par exemple le nombre de Français de 18 à 35 ans qui détiennent des cryptoactifs. On passe de 12 à 17%. Donc on voit qu'il y a une jeunesse, on va dire, de plus en plus éclatante, ce qui est quand même intéressant, puisque même pour les CGP, mais ça Laurent en dira des mots. C'est-à-dire qu'on a une classe d'actifs qui est prisée par les jeunes. Ces jeunes-là constituent un marché potentiel et surtout il y a de la demande pour ce marché comme on le voit. D'accord. Alors du coup, Laurent, vous de votre côté chez DLPK, ça vient confirmer un petit peu finalement votre vision de rentrer sur ce marché-là. Exactement. On est très heureux, alors à la fois d'être partenaire de l'étude ADAN et KPMG évidemment, et des résultats. Alors c'est pas juste pour se réjouir des résultats, mais c'est parce qu'on a une vraie conviction au sein du groupe et particulièrement chez Norcia depuis 2 ans maintenant, c'est qu'on est sur une adoption de fonds massive et on a une vision à 3 ans, 5 ans, 10 ans du sujet des actifs numériques au sens large que l'étude vient confirmer. C'est-à-dire que dans un contexte terrible, année 2022, et on peut se souvenir aussi de nos annonces fin d'année, de notre partenariat avec Conhouse dans un contexte de crise d'FTX qui n'a pas été le meilleur des timings, mais ça chez Norcia on en a l'habitude et on sait plutôt bien gérer. On sait plutôt bien gérer et se remettre de ce genre de choses, mais on constate que oui, il y a une adoption qui augmente de 20%. Et cette adoption, elle se fait principalement par les jeunes, et donc évidemment... Parce qu'on est à plus que 20%, si on passe de 12 à 17, la progression elle est même un peu plus. C'était sur les 8 à 10%, voilà, sur les détenteurs de crypto. Finalement, les jeunes, c'est encore plus important. C'est la moitié des détenteurs crypto en fait ont moins de 35 ans. Ouais. Ça veut dire que si on fait une projection à 3 ans, qui est un peu notre vision à nous, ça veut dire que sur les moins de 35 ans, on sera au-delà des 50% sur de l'adoption. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos partenaires CGP ? Ça veut dire que le sujet ne peut
pas être éludé. C'est-à-dire moi j'entends qu'en 2022, on ait beaucoup de partenaires qui ont dit mais enfin regardez, ça se casse la figure, et non pas parce qu'il y a de la volatilité, ça se casse la figure parce qu'il y a des comportements frauduleux, parce que c'est pas régulé, parce que c'est pas encadré. On reviendra sur les aspects régulation bien évidemment et réglementation, et j'entends cette frilosité. Aujourd'hui, on a un marché qui est beaucoup plus mature, on en parlera, on a un cadre français et européen avec MiCA qui est beaucoup plus clair, et donc c'est un sujet qui ne peut plus être éludé par nos partenaires CGP. C'est-à-dire ils vont avoir de plus en plus de clients, les jeunes et les moins jeunes, parce que on constate aussi, et là c'est plus dans nos échanges terrain, mais dans l'étude, que par capillarité, les jeunes de moins de 35 ans, ils en parlent aux plus âgés, ils en parlent à leurs aînés, et forcément on a des clients de 50, 60, 65 ans qui viennent nous voir en disant mes enfants ils n'arrêtent pas de me parler de ce truc-là, qu'est-ce que je peux faire? Et donc nous, le conseil, au-delà des produits qu'on peut proposer et mettre à disposition de nos partenaires, c'est vraiment de comprendre ce que veut dire cryptoactif, de comprendre comment ça fonctionne, à quoi ça sert, comment est-ce que je peux investir, on va y revenir dans la deuxième partie, et surtout, qu'est-ce que je propose à mes clients. On ne peut pas éluder le sujet. Finalement, d'adapter un peu les produits finalement au domaine de la gestion de patrimoine. Après, quand on est conseiller en gestion de patrimoine, on peut conseiller à ses clients de ne pas y aller. On peut le faire. Il n'y a aucune obligation à détenir des cryptoactifs, de la même manière qu'il n'y a aucune obligation à aller sur des produits structurés, sur de l'immobilier, sur des actions. Enfin, ça, mais c'est une question de conviction, et ça doit être argumenté. Ça ne peut plus être « non, mais ça, laisse tomber, c'est pas bien, c'est trop risqué. » Non, il faut avoir un discours argumenté et posé désormais, parce qu'on voit que l'adoption se fait un peu comme on l'avait prévu, et que ça va être de plus en plus un sujet pour l'ensemble des clients de nos partenaires. Alors du coup, on a bien posé les choses. Sur la partie structuration finalement, qui s'intéresse, on se rend compte qu'effectivement il y a maintenant de plus en plus de grands groupes, on évoquait en préparation, effectivement c'est des sociétés du CAC 40 qui viennent vous voir et vous consulter pour savoir un petit peu comment rentrer sur le marché de la crypto. Donc comment finalement cette structuration a lieu aujourd'hui ? Stanislas, Aujourd'hui, on a parlé de structuration sur les particuliers, mais effectivement, ça passe beaucoup par les grands groupes, même en termes de connaissances. C'est-à-dire qu'il y a un vecteur de connaissances parmi les employés de ces grands groupes qui se renseignent. Et ce qui est plutôt important de noter, c'est que ce n'est pas juste une technologie financière. C'est que derrière, on a des cas d'usage qui vont dans le luxe, par exemple, parce que on va dire que le luxe se sied très bien de la rareté, par exemple, des NFT, donc pour la fidélité client, des NFT d'art, etc. C'est aussi les banques, ça on l'a dit, ça peut être aussi le jeu vidéo. Donc on voit qu'il y a une structuration dans toutes ces verticales, avec pas juste des expérimentations d'époque, c'est déjà de la mise en production. Je pense par exemple au groupe PMU, enfin France Gallo, qui fait son jeu à partir de NFT Stables. Là, pour le coup, c'est marquant. Ouais, donc ça arrive vraiment dans l'économie réelle, quoi. Tout à fait, c'est qu'il y a des canaux de distribution, et j'ai envie de dire que l'adoption se fait aussi par ces canaux de distribution. Donc Laurent le disait pour les CGP, je pense que CGP c'est un canal de distribution qui permettra de faire progresser l'adoption, puisque les CGP ça fonctionne pour certains publics. Là où aujourd'hui ce qu'on constate dans l'étude, c'est que le premier canal de distribution sont les acteurs cryptonatifs. Donc c'est les Binance, Coinbase, Kraken, même CoinHouse. Et après, il y a un deuxième on va dire, canal qui sont les fintech. Et ce qu'on va voir, à mon avis, dans les années qui viennent, c'est que les canaux vont se diversifier. Il y aura les CGP, il y aura les banques en ligne, il y aura les banques traditionnelles, etc. Et tous ces canaux de distribution permettront d'adresser des parties du marché et donc de faire progresser l'adoption. Donc je veux dire que la structuration des professionnels va de pair avec derrière l'adoption des particuliers. Et vous, du coup, chez DLPK, Laurent, comment vous voyez justement cette structuration de l'écosystème français ? Mais nous, ça confirme deux choses. Ça confirme, autant le premier point, ça confirme l'émergence d'une classe d'actifs au sens primaire, c'est-à-dire investir sur Bitcoin, dans des NFT, dans des portions de terrain, dans des métaverses, etc. Là, on est vraiment sur l'émergence d'un secteur d'activité, c'est-à-dire de nouveaux acteurs, parce que quand la Société Générale fait un projet blockchain, quand BNP fait un projet blockchain, quand le PMU lance son... ça veut dire qu'il s'adresse à des acteurs qui sont capables de les accompagner sur ces sujets-là, qui sont capables en termes de cas d'usage, qui sont capables d'un point de vue technique, qui sont capables en termes de code, de développement. Et donc, vous avez des entreprises, certaines nouvelles, d'autres un petit peu plus établies, qui vont participer au développement de ce secteur d'activité. Et ça, d'un point de vue de la gestion de patrimoine, ça a deux impacts. Ça veut dire que vous avez de plus en plus d'OPCVM qui sont des OPCVM sectoriels sur
le métaverse, la blockchain, le Web3, les NFT. On peut citer Tobam, qui est certainement le plus ancien. On peut citer BNY, Melanion, sont des produits qu'on distribue chez Norcia, qui sont même disponibles pour certains en PER. Et on a toujours pensé chez Norcia que c'était très intelligent de mettre une petite partie de ces OPCVM-là dans une perspective de retraite, parce que l'horizon d'investissement sur 15 ou 20 ans, si on considère qu'il y a vraiment un secteur d'activité naissant, c'est plutôt pertinent de partir sur ces sujets-là. Vous avez Financière d'Arbevel qui a lancé un produit également. J'ai vu que Rothschild, j'ai vu passer une news hier, lancer un produit, une verticale. Donc il y a vraiment une possibilité d'aller sur ces sujets-là. Et puis l'autre sujet, alors qui est plus complexe à appréhender, mais qui est tout aussi important dans la gestion de patrimoine pour certains patrimoines, c'est le private equity. Puisque vous avez de plus en plus de produits français et européens qui proposent d'aller investir dans les futures pépites du Web3, de la blockchain, du métaverse. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et encore une fois, on ne peut pas passer à côté de ces sujets-là quand on fait la gestion de patrimoine. Et quand on projette un patrimoine à 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est une question qu'on doit se poser. Encore une fois, je n'impose pas l'investissement, ce n'est pas du tout mon propos. Et d'abord, je ne suis pas conseil. Mais en tout cas, s'intéresser à ces sujets-là dans une perspective de construction de patrimoine, ça nous paraît extrêmement pertinent. En tout cas, il faut s'y intéresser pour pouvoir dire éventuellement de ne pas y aller, mais à minima, s'intéresser au sujet. C'est ce qu'on évoque. Exactement. Est-ce que, si je fais un parallèle, si on prend le sujet de l'espace, est-ce qu'on peut mettre de côté le sujet de l'espace quand on est conseiller en gestion de patrimoine? Est-ce qu'on pouvait mettre de côté la biotechnologie il y a 15 ou 20 ans? Est-ce qu'on pouvait mettre de côté Internet il y a 15 ou 20 ans également? Sont un peu les mêmes réflexions. C'est sûr qu'il faut commencer à regarder, effectivement. Et donc la collaboration avec les acteurs émergents, très rapidement, donc de parfuser les rencontres, de voir effectivement les PSAN. Il y a combien, on disait 59 aujourd'hui 70 même. 70, d'accord. Oui, il y a une nouvelle fournée cette semaine. Très bien. Écoutez, en tout cas, pour cette première partie, nous allons nous retrouver dans une deuxième partie pour parler notamment réglementation, un sujet qui est effectivement très important et qui va aussi permettre de mieux appréhender et parfois de rassurer les conseillers en gestion de patrimoine, notamment sur cette partie-là. Messieurs, merci beaucoup. Et puis on se retrouve dans la deuxième partie de ce Talk Crypto. Merci beaucoup. Merci, à tout de suite.